150 000 tonnes de déchets textiles brûlés en plein air, c'est à peu près 420 000 tonnes CO2 d'émissions. C'est l'équivalent carrément des émissions annuelles des 100 000 voitures. Mais avoir une humanité fortement endettée de la planète, c'est très compliqué parce que les ressources sont finies. Cette interview et vous servirait d'aller sensibiliser le président de l'UCESA pour que cette cause de la durabilité dans la chaîne vestimentaire africaine soit prise en compte sérieusement. De savoir qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir et qu'on peut avancer Oui. sur la thématique. Bonjour tout le monde. Nous savons que la mode est un langage. Elle exprime nos désirs, notre appartenance, nos révoltes parfois. Mais aujourd'hui, le prix réel de cette mode jetable est étouffant. Chaque année, des millions de tonnes de vêtements invendus, fabriqués à bas coût et à vitesse industrielle, sont exportés des pays du Nord vers les pays africains, sous forme de dons ou de seconde main. Ces vêtements finissent pour beaucoup dans les déchets à ciel ouvert, les rivières ou brûlés dans des zones rurales. Le textile est devenu un poison lent pour l'environnement, mais aussi une menace pour les économies locales et les prochaines générations. Il ne s'agit plus seulement de style, mais d'injustice envers l'environnement et le déséquilibre économique mondial. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Eraisi, artiste pluridisciplinaire, et dans chaque épisode du Art Talk Program, je vous emmène là où l'art devient parole, là où l'image devient débat. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Monsieur Junior. Nous allons explorer ensemble le lien entre déchets textiles, pollution invisible, marché du carbone et vision d'avenir pour l'Afrique. Bonjour Monsieur Junior, un honneur de vous recevoir. Et bonjour à nos futurs, on va dire, téléspectateurs. Alors, vous êtes entrepreneur en développement durable, expert en gestion de projets et mobilisation de fonds, actuellement directeur général de CNS Expertise SA à Kinshasa, Congo, conseiller stratégique chez Phoenix Capital et cofondateur d'initiatives liées au crédit carbone et la biodiversité dans les zones rurales. Merci de joindre la plateforme pour plonger dans l'un des angles morts les plus inquiétants du système mondial de la consommation, la crise de la fast fashion ou bien clairement la mode rapide. Merci encore une fois. Sur les importations de vêtements de seconde main et les déchets textiles. C'est tangible en fait. On est en train de voir ça de plus en plus en Afrique. À Oui. votre avis, quelles sont les conséquences environnementales et économiques de l'afflux massif de ces vêtements de seconde main à Kinshasa par En exemple? fait, parler des conséquences environnementales, je vous donnerai peut-être un petit chiffre. Jusqu'à 40% des vieux vêtements ou des vêtements de seconde main importés à Kinshasa, bah, ils sont carrément inutilisables parce qu'ils sont trop vétustes, par exemple. Et ce qui veut dire qu'en fait, ça, c'est tout simplement, on fait de nous une poubelle. Mais au niveau environnemental concret, je travaille actuellement sur un projet qui est lié à l'initiative du président de la République dénommé Assainir les villes. Et je travaille sur un projet pour structurer une chaîne de valeur économique durable du recyclage à Kinshasa pour résoudre le problème des déchets de Kinshasa. Nous Exactement. avons 5 millions de tonnes de déchets solides générés à Kinshasa. Sur les 5 millions de tonnes, vous avez 7% qui sont des vêtements, des produits textiles. Mhm. Et les 7% représentent à peu près 150 000 tonnes de déchets de vêtements. Et selon différentes études, 2 personnes sur 3 s'habillent avec des vêtements de seconde main. Donc, nous sommes sur une proportion d'à peu près 100 000 tonnes de déchets vêtements jetés à Kinshasa qui seraient des déchets d'utilisation des secondes mains.
95% des déchets de Kinshasa ne sont pas du tout gérés et donc ils finissent dans des décharges sauvages. Oui, En d'autres malheureusement. termes, ils sont brûlés en plein air. Quand ils sont brûlés en plein air, si je vous donne une petite proportion, 150 000 tonnes de déchets textiles brûlés en plein air, c'est à peu près 420 000 tonnes CO2 d'émissions. C'est l'équivalent carrément des émissions annuelles des 100 000 voitures. Ah, Et puis, quand c'est abandonné en plein air pour une dégradation dans la nature, pour les habits totalement compostables, vous avez évidemment les émissions de méthane et autres. Mais pour les habits non compostables, vous avez le même problème que les microplastiques avec de la ouais. pollution des eaux et des sols sur plus de 100 ans. Donc ça, c'est malheureusement la réalité de la problématique des textiles qui sont importés d'abord sans qualité, parce que quand on vous dit que jusqu'à 40% sont directement des déchets parce qu'ils sont de mauvaise qualité, et que deux Congolais sur trois, on va dire 2 Kinois sur trois, se vêtissent avec ces habits qui finissent à plus de 100 000 tonnes dans, dans la répartition des déchets sur Kinshasa, vous vous rendez compte que voilà, au niveau rien que des émissions de gaz à effet de serre, équivalent de 100 000 voitures. Point de vue économique maintenant, parce que vous aviez également posé cette question, Oui, à Kinshasa, il n'y a pas vraiment eu de véritables études qui ont été menées, mais quand on prend les analyses générales au niveau de l'Afrique subsaharienne, en prenant par exemple l'exemple du Cameroun, il a été montré que 80% de, des petites entreprises textiles locales, 80% ont fermé justement à cause de ces importations des vêtements de seconde main exactement. entre 90 et 2000. Les artisans, ils sont touchés par ça. Et moi, quand j'étais en fait sur Kinshasa, bah, j'étais témoin direct de l'impact sur l'environnement. Beaucoup de vêtements où c'est littéralement devient impossible de s'en débarrasser, que ça finisse dans la rue. Et maintenant, le pire, c'est que c'est comme une espèce de pollution irresponsable. Mhm, Celui qui a la véritable empreinte carbone de ces vêtements, c'est le producteur. mhm, Eh ben, le producteur va transférer son empreinte à son utilisateur immédiat. Peut-être qu'il a déjà payé la taxe carbone là-bas, parce que l'acheteur, peut-être que c'est un vêtement où il y a déjà un mécanisme de taxation carbone. C'est-à-dire au niveau de l'Occident, il y a eu une neutralisation. Mais la vraie fin des mhm. vies de ces déchets, c'est chez nous. C'est chez nous, Donc, ouais. du coup, C'est en on Afrique. va nous impacter une Mhm, pollution pour laquelle exactement. peut-être une compensation financière a déjà été faite ailleurs. Donc, vraiment, on est dans une espèce d'injustice climatique grave. Effectivement, il y a lieu de sérieusement se poser des questions sur des obligations de compensation à la frontière pour ces vieux vêtements qui doivent, comme leur fin de vie est chez nous, logiquement, ils doivent être importés avec des mécanismes De d'élimination à long destruction, terme. oui, d'élimination, oui. Mais je pense que c'est pas possible parce que la masse de fabrication de ça, c'est tellement énorme. Les gens ne se rendent pas compte du fait que la fast fashion, la mode rapide aujourd'hui, c'est vraiment le deuxième pollueur au monde après le oil pollution, après le pétrole. Mais on voit sur Internet, sur Instagram, sur tous les panneaux, partout dans le monde, bah, ils vous demandent d'acheter, d'acheter, d'acheter. Et il y a des stocks de vêtements, bah, excuse-moi pour le terme, vêtements fabriqués, pour qu'à la suite, fin de collection, bam, on les jette, on ramène autre chose. Je sais que c'est les systèmes capitalistiques qui poussent ça, mais jusqu'à quand, en fait? Là, quand on voit un tout petit peu l'évolution de ça, ben, on se dit c'est impossible à ce que la Terre en prenne encore toutes ces charges humaines inutiles. Là, l'Afrique littéralement devient la poubelle textile de l'Occident, et on sait très bien que c'est le cas. Alors, comment les gouvernements locaux, chez vous, au Congo,
et les acteurs internationaux sont en train de réagir à ça? Vous savez, hein, selon l'ONU, jusqu'à 900 millions de tonnes de vêtements d'occasion, de 200 millions de kilos de vêtements d'occasion ont été importés en Afrique. Hmm. Euh, L'Afrique est la destination de 30 à 40% de tous les vieux vêtements. Il y a lieu de se poser les vraies questions, Oui, non pas sur les faits que l'on envoie des vêtements vers l'Afrique, exact. Mais mais sur le comment? fait que est-ce que ces vêtements ne devraient pas servir de véritables réponses sur le besoin primaire de se couvrir en Afrique? Parce que pendant qu'il y a des zones où on jette aussi des vêtements en Afrique, dans les capitales, dans les grandes villes, eh ben, il y a des zones rurales où les gens n'ont qu'un ou deux habits. Donc, moi, je pense que l'une des solutions, c'est vrai, on a tendance de dire interdire les vêtements qui ne sont pas utilisables, ainsi de suite. Mais il faut connaître que cette économie ou ce marché, c'est malheureusement un marché qui, à mon humble avis, n'a pas un mécanisme de régulation internationale. Ce qui fait, comme Mhm. je vous disais tout à l'heure, que sur ce qui vient à Kinshasa, par exemple, 40% est immédiatement jeté tellement que ce n'est pas utilisable. Donc, il y a d'abord la première nécessité d'arriver à faire ce que les habits qui viennent en Afrique soient véritablement des habits utiles. Première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un mécanisme, comme on le disait plus haut, de égalisation de la compensation. C'est-à-dire que ces habits qui ont une empreinte écologique déjà établie dans leur zone de production puissent s'assurer que lorsqu'ils sont transférés vers les Suds, cette empreinte écologique soit également transférée pour une fin de vie. Et moi, je verrai aisément des programmes structurés des crédits carbone souverains ou des mécanismes de compensation entre producteurs des vêtements internationaux et leurs consommateurs final qui permettrait à ce que, via les différents mécanismes de compensation carbone de l'article 6 de l'accord de Paris, qu'il y ait donc ce transfert d'habits véritablement utilisables, mais également le transfert des ressources de fin de vie. Parce qu'à la fin de la journée, le responsable de la pollution, c'est le producteur des habits. Quel que soit le parcours de l'habit, via la responsabilité élargie du producteur, quel que soit le parcours de l'habit, le pollueur, c'est le fabricant. Et donc, je pense que nous pouvons arriver à résoudre ce problème par trois manières. La première manière, c'est de s'assurer que uniquement des vêtements véritablement utiles sont importés, c'est-à-dire traçabilité des chaînes d'importation, professionnalisation des importateurs, régulation de tous ces mécanismes d'importation qui est un mécanisme d'importation de marché. Par exemple, aujourd'hui, les denrées alimentaires, c'est des produits tracés. Quand vous importez de la nourriture, son Exactement. origine est tracée via le mécanisme d'importation. On devrait faire la même chose avec les habits. Deuxième chose, donc, comme je disais, s'assurer effectivement que ces masses d'importation puissent venir ici et servir ceux qui en ont vraiment besoin, parce qu'il y a des habits que ne peuvent ne même pas se payer le commun de mortel, alors que là-bas, ils sont en fin de vie. Donc, créer ce Ouais. mécanisme d'inclusion et, troisièmement, créer un mécanisme universel de compensation qui permettrait à ce que le pollueur puisse neutraliser ses émissions via des solutions de durabilité de fin de vie. Ils disent que c'est des donations, justement. Mais ils savent très bien que ça n'aboutit justement pas à couvrir les besoins des gens, par exemple, dans l'Afrique en général. Et en même temps, la plupart de ces vêtements, ils sont inutilisables. Est-ce que quand ils donnent des tonnes et des tonnes, ils transportent ça vers l'Afrique, est-ce qu'ils pensent à comment s'en débarrasser? Genre, est-ce qu'ils donnent des solutions ou ils disent justement, ben voilà, vous avez des tonnes de déchets comme ça et
c'est des donations et Si c'était des donations, ils seraient accessibles pour tous. C'est une grande activité d'importation économique, clarifie la hmm, responsabilité. Parce que quand vous importez, et ça, croyez-moi, hein, ça devrait faire l'objet d'une enquête. Euh, Aujourd'hui, ça va vous choquer. Il y a eu des scènes filmées des filles et des femmes revendeuses des vêtements usagés mhm. qui devaient se laisser coucher par les vendeurs ici pour qu'on leur donne des ballots de bonne qualité. Wow. Parce que c'est au pif. Tu peux te retrouver, tu achètes de la mauvaise qualité, ça ne regarde personne. Donc, il y a toute Hmm, une mafia derrière où pour être exactement. sûr que tu as acheté un ballot qui peut te permettre de rembourser tes frais, soit tu dois corrompre les jeunes à l'intérieur des dépôts et Mhm. c'est aller jusqu'à devoir se donner auprès de ces revendeurs. Donc, vous voyez ce niveau d'injustice aussi bien sociale qu'environnementale que cette économie entraîne. Exactement. D'où la nécessité, effectivement, de mettre en place une gouvernance mondiale pour réguler ce problème, surtout que c'est le deuxième plus gros pollueur au monde. À part le fait que les matières par lesquelles la plupart de ces vêtements ils sont fabriqués avec des matières très très toxiques et des matières synthétiques, genre chose aussi qui touche à la santé des humains, un très très grand problème, vraiment. Et ça devrait faire l'objet d'une forte sensibilisation, mais Exactement. également d'un mécanisme processif de compensation, pour la simple raison que euh, 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 c'est parce que les Africains sont pauvres qu'ils acceptent que ces habits viennent. Je ne connais pas des personnes qui ont les moyens qui vont Hmm. acheter des habits de seconde main. La vraie question, c'est comment arriver à fournir aux pays du Sud des habits de bonne qualité, accessibles à tous, via un mécanisme de marché équitable. Si Hmm. on va décider que tous les habits usagés sont nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine et pour l'économie d'ailleurs, eh ben, il Exactement. va falloir apporter des solutions de compensation. Donc, c'est là la vraie réflexion. Quelle est la solution? Et j'espère que ça devrait faire l'objet, au-delà d'un débat médiatique, mais d'une véritable réflexion, d'un véritable lobby pour que ce sujet entre véritablement dans les négociations environnementales mondiales. Et à votre avis, pourquoi il n'y a personne qui n'en parle en fait? Euh, On sait très bien que la force est basée sur le fait que les influenceurs, ils veulent vous pousser à acheter plus. Du coup, il y a plus de profit pour les organisations qui font ça, cette production en masse. Et c'est un cercle vicieux en fait. Genre, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais tant que la production en masse n'est pas arrêtée, bah, il n'y aura jamais de solution pour ce problème. Oui, c'est normal. L'homme ne craint que ce qui menace sa vie immédiatement. Mais je pense Ouais. que la solution, elle est ailleurs. La solution, elle est liée à un véritable lobby des responsabilités. Mais la véritable responsabilité, elle commencerait par les réglementations nationales. Est-ce que nos Mm. pays ont réglementé ce problème? Parce que quand le pays a réglementé le problème, le capitaliste qui n'a pour mindset que le profit, il va à minima devoir se conformer aux lois. Vous voyez? Et ça, c'est toute une réflexion stratégique peut-être que nous sommes appelés à faire pour aider à ce que ce qui soit produit soit véritablement utilisé par tous. On en parlait tout à l'heure, maintenant c'est le 24 juillet, le jour d'achèvement du budget des ressources planétaires. Ça veut dire que désormais, nous commençons à vivre à crédit. Les gens ne comprennent pas que avoir un pays fortement endetté comme la France, c'est pas compliqué parce que c'est une Mm. économie qui tourne.
Mais avoir une humanité fortement endettée de la planète, c'est très compliqué parce que les ressources sont finies. Et pire, du caractère fini des ressources, il y a des conséquences dommageables. Et donc, je pense qu'il est question, au-delà peut-être de cette interview, de lancer une dynamique, de lancer un réseau, de lancer une Exactement. conscience, de lancer Exactement. un C'est ça système le selon but. lequel Mm. un vieux habit n'est pas forcément symbole de pauvreté. Et on le voit, c'est même le délire. Hein. Aujourd'hui, la fashion, c'est des habits délavés et déchirés. Mais on sait tous que les habits délavés et déchirés, c'est des vieux habits. Donc, ils ont même pris ce qui est considéré comme aberration, ils en ont fait une mode. Donc, je crois qu'il y a lieu de lancer un réseau, un mouvement, mais des citoyens conscients que les ONG de défense de droits environnementaux, de droits environnementaux intègrent ces questions. On en Mm. parle, mais beaucoup de gens sont ignorants. Moi, depuis que je sais ça, parce qu'auparavant, c'était parmi mes hobbies, comme tout le monde, bah, c'était de faire du shopping. Et depuis que j'ai su cette catastrophe, là, je commence à voir les molles différemment, je commence à voir la fashion différemment. En fait, à la base, je suis aussi designer, artiste peintre et designer. Du coup, je design les habits. On fait ça doucement, ça prend un peu de temps et tout, mais et c'est plus durable. Non, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et je souhaiterais éventuellement vous recommander, chère Sarah, de Mhm. voir peut-être créer un réseau, une D'accord. initiative, quelque chose comme ça, des Oui, gens conscients, juste la conscience. oui. Parce Mm. que la conscience humaine, vous venez de le dire, vous avez changé parce que vous avez pris conscience. Je pense que Exactement. plus nous aurons conscience, plus nous aurons des gens, même eux, les fabricants, ils vont se rendre compte qu'il y a une autre manière de faire du profit. Je pense que allons plutôt vers une direction de faire prendre conscience. Faire prendre Exactement. conscience régulièrement pour qu'ils prennent des réglementations. Faire prendre conscience les consommateurs pour qu'ils se rendent à l'évidence de la menace, mais par-delà tout, responsabiliser les producteurs. Et je crois qu'un marché innovant euh, de l'habillement durable peut émerger et il fera son chemin. Recycler ces vêtements-là, et je suis tout à fait d'accord. Bah, le fait déjà de prendre l'initiative de faire ça, moi et vous, du Maroc et Kinshasa, bah, déjà, ça va être sur deux plateformes et on va toucher plus de gens parce que c'est deux pays qui font cette union. Il y a des solutions marché. Il y a vraiment des solutions marché. Le marché peut rejeter certaines choses quand le consommateur est conscient, il rejette. Mm. Il y a, comme on l'a parlé tout à l'heure, de la traçabilité, des chaînes de marché équitables, des habits non vendus, des invendus. Et si vraiment ils souhaitent promouvoir des habits réutilisés, eh ben, que ce soit vraiment un système tracé. Et je crois que c'est le point de votre sixième question sur des solutions qui peuvent exister. Mais en attendant, il faut vendre le problème. Le problème, c'est les types de pollution qui sont actuellement, que notre planète est en train de subir, que notre santé est en train de subir. Oui. Et je pense, pour parler justement de la toxicité et tout ça, aujourd'hui à Kinshasa, on a un véritable problème de plomb dans les aliments que nous mangeons et tout ça. Mais évidemment, c'est parmi les polluants chimiques qui découlent justement du fait soit de brûler les déchets en plein air, soit de les Exact. abandonner dans la nature. Donc Et ça oui, il rentre y a dans l'eau lieu. aussi. Oui, exactement, ça rentre dans la nappe phréatique. Et ça, le directeur général de notre agence de l'eau en parle souvent. Notre eau est souillée, elle est remplie des métaux lourds, nos aliments sont souillés. Et donc, il y a lieu de réfléchir. C'est vrai, on a toujours tendance à dire on a trop de problèmes. Est-ce qu'on doit Mm. focaliser l'énergie sur 7% du problème? Mais les Ouais. 7% du problème, bah, quand personne ne s'en occupe, ça voudra dire
si vous prenez, pour faire un exemple simple, 150 000 tonnes de déchets chaque année à Kinshasa, que Kinshasa, Oui, qui a 20 millions d'habitants, nous sommes sur un pays qui a 120 oui, millions d'habitants, je vous laisse imaginer. Eh bien, exactement. si on ne s'attaque pas, ah oui, si une ville de 20 millions d'habitants fait 150 000 tonnes de déchets textiles, toutes choses étant par ailleurs égales, ça vous donne 125 millions de tonnes. Euh, Excusez-moi, ça vous donne 750 000 tonnes chaque année sur le pays. Vous vous rendez compte? Tout à l'heure, je vous avais dit que nous étions Juste sur une imaginer proportion, ça, hein, ça fait peur. l'équivalent de 420, nous sommes à 420 000 tonnes CO2 d'émissions, équivalent à la pollution des 100 000 voitures. Donc, vous multipliez ça par 6. Vous vous Ouais, rendez compte? C'est le problème quotidien. Je pense que, et c'est ça un peu le côté du projet MAC, marché communautaire carbone dont on a parlé, oui. d'identifier tous ces secteurs émetteurs Mhm. où des programmes centraux ne peuvent pas apporter des solutions, syndiquer les communautés et générer des crédits carbone de masse par l'approche communautaire. Donc, je pense effectivement qu'en parlant avec vous, bah, je viens d'être inspiré d'un nouveau projet carbone qui a d'ailleurs un marché certain parce que les pollueurs sont là. Il suffit d'un Oui, petit lobby et ben, des mécanismes de compensation vont être mis en place. On peut créer des coopérations volontaires entre le Bangladesh, la Thaïlande, tous ces gros producteurs avec nos pays pour que leur la empreinte Chine. carbone soit compensée via des programmes de neutralisation. Je pense effectivement que je veux me plonger là-dessus et peut-être dans une année, on aura un beau projet carbone qui va Euh, régler le problème. Je l'espère et je suis très contente justement que en vous parlant, déjà ça inspire et ça peut inspirer encore plus de gens à prendre des Merci. initiatives pour penser à recycler ou à créer de l'énergie à base de ça. Tant qu'il y a de la conscience, les gens ils sont sensibilisés, bah, ils vont reculer aussi. Et je pense que les producteurs, genre qui produisent en masse, leur donner la responsabilité de leurs actes. Franchement. Oui, vraiment les trois niveaux, renseigner nos gouvernants pour que des mesures soient prises, Oui, faire prendre conscience à la société, à la communauté des enjeux pour qu'elle ait une réaction face à ce marché et enfin responsabiliser les pollueurs. C'est le producteur qui doit exactement. garantir la fin de vie de sa De ces production. vêtements. C'est lui le pollueur. Exactement. Oui, c'est lui. C'est vrai. Alors, pour conclure, en fait, je deviez imaginer Kinshasa dans 10 ans. Comment comment vous voyez la cohabitation entre mode, environnement et innovation, soi-disant avec toutes les solutions qu'on a proposées ou qu'on va peut-être arriver à trouver. Ben, dans 10 ans, je l'espère, et je ne parle pas en l'air parce que je suis un acteur engagé sur cette question. Ben, je souhaite que nous ayons une ville zéro déchet. Oui, Zéro déchet dans la nature. Ça veut dire que oui, nous arrivions vraiment dans une dimension de valorisation optimale de tout ce qui est déchets. Et moi, je suis content parce qu'il y a une volonté politique dans notre pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait de la gestion des déchets solides sa troisième priorité majeure, c'est-à-dire des initiatives présidentielles. La première, c'est le programme de développement des 145 territoires, qui est un grand programme de relèvement des entités territoriales grâce aux infrastructures. Le deuxième programme, c'est le programme de transformation agricole qui vise à aider la RDC à atteindre la sécurité alimentaire, dont érigé en enjeu de sécurité nationale. Et la troisième initiative, c'est VillaCI, visant à faire des déchets solides un moteur de croissance et de création d'emplois. Et donc, cet événement que nous organisons en octobre vise à lancer justement cette initiative du président de la République pour créer l'économie durable de l'assainissement.
Dans 10 ans donc, si tout ce que nous sommes en train de mettre en place se déroule, au regard de la ferme volonté politique exprimée, je suis convaincu que nous allons arriver à structurer ces chaînes de valeur. Il y a trois opportunités. La première opportunité, c'est, comme tous les États au monde, Made in Congo First, que nous arrivions à développer notre propre industrie textile, la valoriser, qui soit tournée vers nos cultures. Et personnellement, je suis en train de travailler pour la mise en place d'une filière de vêtements en base de la fibre de chanvre. Je pense que d'ici 2027, nous sommes vraiment en train de travailler sur un grand programme de production des vêtements locaux via la production du fibre de chanvre. Alors là où ça sera très intéressant, c'est que exactement. c'est le paysan qui va cultiver les chanvres qui deviendra le client de mon habit. Donc, automatiquement, le marché pour toutes ces importations va se fermer parce que localement, le paysan aura intérêt à consommer un habit qui lui achète de la matière première. Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs sur lesquels nous travaillons. Donc, j'espère que, donc, d'une part, la volonté politique exprimée pour développer l'économie durable de la valorisation des déchets et donc textiles va vraiment prendre du sens. On va s'inspirer des belles initiatives comme l'initiative l'African Collect Textile du Kenya pour que l'on ait la capacité de recollecter et de recycler localement. Ça, c'est d'une part. Et il y a quand même une industrie ici que l'on ne voit pas, c'est par exemple l'industrie militaire. Quand vous regardez les quantités de tenues militaires qui sont chaque fois remplacées, vous vous rendez compte qu'il y a des tonnes, un potentiel énorme. Donc, oui, je vois Kinshasa dans 10 ans, qui soit une ville zéro déchet jeté, non valorisée. Je vois Kinshasa avec de multiples petites initiatives artisanales. Aujourd'hui, il y a par exemple une organisation partenaire qui s'appelle CUSO, qui travaille énormément à produire des sacs, des pagnes, des habits, des chaussures avec des habits recyclés, qui se développerait. Et je verrai également un Kinshasa qui consomme du 100% made in DRC, qui viendrait par exemple à du 100% fibre de chanvre, qui serait une fibre écologique. Et que Kinshasa aussi inspire les autres pays de côté, comme Kenya aussi, l'en souffre de cette catastrophe et a l'air vraiment inspirant. Genre, ça donne une très bonne bouffée d'espoir. Et des gens comme vous, très engagés, je pense que ça ira pour la planète. Et personnellement, je vais au-delà de l'engagement. C'est du travail concrétisé. Oui, justement. Et il y a des gens qui croient en nous, qui sont connectés au milieu des capitaux, qui aident à trouver de l'intelligence justement pour financer tout ça. Et je peux me permettre de votre tribune d'en parler parce que aujourd'hui, nous sommes en train de lancer ce qui va être peut-être la révolution de la finance nature positive. Nous sommes en train de mettre en place avec le Fonds social de la République démocratique du Congo, au nom du président de la République, un programme qui s'appelle Axis, qui est basé sur la tokenisation des actifs communautaires. Et là, nous allons lancer dans 3 mois le premier instrument monétaire qui te permet à quelqu'un d'acheter de l'or en finançant la réduction des 5 tonnes CO2 liées à la perte de nos forêts. Donc, c'est des mécanismes comme ça que nous espérons vont être utilisés. Aujourd'hui, on a les bitcoins, on a Ethereum, on a ces crypto-monnaies qui prennent énormément des valeurs, mais qui n'ont aucune tangibilité en matière de durabilité. Mais nous, nous allons lancer donc cet instrument monétaire qui s'appelle la SGRT, qui est un instrument souverain qui va permettre de financer la durabilité. Et donc, nous espérons que toutes ces belles idées que nous avons, nous donnerons aux gens l'opportunité de les financer via l'épargne en or, mais de l'or à valeur ajoutée écologique, via l'achat des bijoux qui viennent de l'or éthique et de l'or durable, via tout un nouveau marché qui est orienté durabilité.
D'accord, c'est très intéressant. Franchement, bravo et merci beaucoup encore une fois pour toutes les idées que vous êtes en train de partager sur la plateforme et c'est extraordinaire. Ce mécanisme, nous l'espérons, qui va être lancé à la COP30. Euh, et j'espère que Sarah, vous serez une des ambassadrices de ce programme, vise tout simplement à Grand concilier plaisir. le capital au sens pur au financement de la nature. Ce mécanisme va permettre à ce que finalement la nature ne soit pas la bienheureuse bénéficiaire de nos surplus, mais qu'elle soit au cœur de l'épargne, au cœur du capital, au cœur de l'éco-conscience. Vous achetez votre or, eh bien, vous savez que pour chaque gramme d'or que vous avez acheté, vous avez Ouais. financé Et la protection de la ouais. biodiversité, de la pauvreté et surtout l'augmentation de notre budget carbone mondial. Que je sois l'ambassadrice avec vous. C'est vraiment un honneur, bien sûr, de encore travailler sur des causes voilà, qui touchent l'environnement et d'être en activité constante avec des gens qui veulent évoluer dans un monde plus sain, que ce soit pas que pour nous, mais même pour les générations qui vont venir après. Et vivre dans cette harmonie, pas que l'être humain, mais avec tout autre écosystème qui nous entoure. C'est très important. En tout cas, merci encore une fois et je vais vous dire, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on conclue bien sûr cette séance? Oui, si je peux me permettre, vous bénir et vous remercier de cette opportunité. Je pense que la femme, je l'ai dit toujours, les pays africains ne sont pas développés à cause de la femme. Ça peut être choquant, mais je considère que c'est ça. Et si les femmes prennent le lead, la transformation va suivre. Je souhaite vraiment que votre initiative vive. Je souhaite que ces échanges que vous avez en ligne ne se limitent pas en ligne, que nous passions à des initiatives, que nous passions à des événements physiques qui vont Exactement. lancer des initiatives, que nous allions au-delà de la critique, de la dénonciation du constat du mal, mais que nous allions vers l'action, parce qu'on ne va pas inventer la roue, on va faire avec la roue pour créer de nouveaux mécanismes de progrès. Oui, Merci. j'espère vraiment qu'on puisse collaborer et qu'on concrétise ça dans des événements, etc. Bien sûr, là, aujourd'hui, la façon la plus facile pour arriver aux gens, à part que ça soit juste dans les communautés, c'est les plateformes électroniques comme ça, de très grandes masses. Très grande porte politique aussi, parce Mhm. que je travaille avec l'UCESA, l'Union des conseils économiques africains, qui est basée au Maroc, qui est aujourd'hui présidée par le Maroc. Et comme vous comprenez, les conseils économiques, ce sont des associations conseils aux institutions. Donc, je souhaiterais effectivement que cette initiative, rapidement, on va dire, parce que moi, j'aime, à chaque chose que je fais, j'aime de l'impact. Peut-être que cette interview et vous servirait d'aller sensibiliser le président de l'UCESA pour que cette cause de la durabilité dans la chaîne vestimentaire africaine soit prise en compte sérieusement au niveau Oui. des conseils économiques africains et qu'il y ait un avis des conseils économiques africains qui soit produit, qui va servir donc d'outil conseil au gouvernement déjà pour commencer à réglementer le problème. Ça peut être un Exactement. livrable tangible de cette interview et après on peut faire Exactement. un travail de fond pour qu'il y ait un portage politique et que finalement on ait un événement physique d'engagement pour une initiative de durabilité vestimentaire en Afrique. Ça me fait tellement chaud au cœur de savoir qu'il y a des portes qu'on peut ouvrir et qu'on peut avancer Oui. sur la thématique et le sujet est concrétisé, le fait qu'on pourra trouver des solutions. Hein. Oui, bien sûr. L'interview aura été utile et qu'on a partagé un peu plus de conscience. Il faut souligner que nous vivons à crédit la moitié de l'année. Donc là, on est en train de nous endetter sur ce que nos enfants devront utiliser comme planète. Donc, il faut que Exactement. nous prenions conscience. Ça, c'est sûr. Merci infiniment, Monsieur Junior, pour ce partage d'expertise et Merci. d'expérience. Merci à vous, Sarah.
Ben, merci. Votre regard Merci. vraiment était très OK. essentiel dans cette réflexion globale. Pour tous ceux et Merci beaucoup. celles qui nous regardent et nous écoutent, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la plateforme Art Talk pour plus de sujets, bien sûr, bien avancer encore sur cette thématique qui est la pollution due à la mode rapide et d'autres thématiques très importantes. Je suis vraiment porté sur les causes écologiques parce que D'accord? je suis quand même intimement consciencieux, mais je ne suis Mhm. pas un activiste. Je ne crois pas en l'activisme. Moi, je crois, D'accord. je crois, moi, je crois à la transformation sociétale. J'ai un mindset selon lequel euh, les interdictions ne marchent pas avec les humains. On n'a peur que du danger immédiat, frontière du problème. Vous voyez? Donc, durabilité. Et la durabilité, c'est toujours chercher l'équilibre entre les trois P, prospérité, peuple, planète. Donc, voilà un peu la logique de ma manière de réfléchir. Peut-être que, voilà, j'espère que... Exactement, c'est à peu près, j'ai la même perspective. En fait, je ne crois pas en activisme. Je suis artiste, du coup, je travaille sur des thématiques comme la femme, l'environnement et plusieurs autres topics qui touchent l'humain, la société et la politique aussi. Mais je ne dis pas non plus que je suis activiste, mais je partage ce que je pense avec des médiums pour en fait toucher à ces sujets-là. Je suis à la base un artiste aussi. Bah, Euh, c'est parfait, d'accord. moi, j'ai fait de la réalisation cinématographique, j'ai fait de D'accord. l'écriture dramatique et j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat culturel, beaucoup. Mon tout Mhm. premier projet de développement, je l'avais initié, j'avais, je crois, moins de 20 ans. Ça s'appelait Priorité Cinéma. À D'accord. l'époque, je portais le concept selon lequel si la culture du cinéma entre dans la société, nous allons accélérer le développement. Mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphones. Et aujourd'hui, quand Exactement. les smartphones sont arrivés, le fait que finalement tout le monde est devenu cinéaste, bah voilà, notre société s'est transformée. Exactement. C'était un projet de vulgarisation des métiers culturels et cinématographiques, parce que moi je crois que si nos jeunes devraient autant cultiver leur talent que cultiver leur savoir classique, nos sociétés seraient transformées différemment. Cette rencontre, vous et moi, dans la perspective, et ça m'aide beaucoup dans mon métier, justement, d'entrepreneur durable, lobbyiste, communicateur. Donc, voilà. D'accord, c'est intéressant. Et vous êtes toujours en fait dans la filiale du cinéma, vous produisez, vous réalisez ou vous avez arrêté? Donc, je me suis perdu il y a 15 ans. Il fallait produire, mais pour quel marché? Et donc, depuis, je m'étais lancé dans la production culturelle. Donc, je faisais Mhm. des événements, j'ai poussé des groupes artistiques avec l'ambition de créer un marché. Et parce que ça sert à rien de produire. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, il n'y avait pas d'audience, donc je regardais tout seul. Ou... Et des diffusions au Mais, cinéma, c'était comme ça le marché auparavant. Mais voilà. aujourd'hui, c'est Mais, libre. voilà, nos télés n'est diffusé que ce qu'on appelle les maboké chez nous, les dramatiques télévisés, le théâtre filmé. Mm. Et donc, D'accord. il n'y avait pas de marché, ni pour le documentaire, ni pour la fiction. Moi, j'avais fait des films d'art aussi, il n'y avait pas de marché. Et donc, je m'étais D'accord. lancé, c'est comme ça que je suis rentré C'est dans très intéressant. le management. Et ben, du management, je me suis lancé dans les secteurs de durabilité parce que ça me paraissait comme étant vraiment les secteurs le plus porteur. Et donc, je m'y suis lancé il y a, il y a 12 ans maintenant, il y a 13 ans maintenant. Et depuis, je me suis forgé carrément une D'accord. réputation totalement autodidacte en matière de Mhm. climat, durabilité, crédit carbone, économie durable. Je fais partie. C'est-à-dire, s'il y a 4 sommités au Congo, il y a une forte probabilité que je sois soit premier, soit deuxième. D'accord. Intéressant. Et j'ai une question à vous poser en fait. Quand vous faisiez ça, c'était du cinéma expérimental, des art videos.
C'était de l'autoprod ou vous travaillez avec une équipe? C'était quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire de l'autoprod, par la suite postuler pour des festivals qui accueillent justement des films expérimentaux, pas que ça, mais dramatiques, etc. Et c'est pour tout le monde, toute personne qui est capable de créer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est plus comme avant, il y avait que Hollywood et Bollywood et c'est bon. Aujourd'hui, avec l'Internet, YouTube et toute autre plateforme comme Behance, etc., Vimeo, bah, les jeunes réalisateurs, ils peuvent toujours intégrer le monde du cinéma. Et Varan, les ateliers Varan, donc ça, c'était des programmes pour le cinéma documentaire. Et Mhm. l'objectif, justement, c'était de rentrer dans une espèce de génération des jeunes réalisateurs du cinéma qui pouvaient voilà, proposer du cinéma francophone, on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai aidé des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment des références congolaises dans les métiers du cinéma. Il y a par exemple D'accord. Diedo Amadi, qui a été d'ailleurs dans le jury au Festival de Cannes. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé avec nous vraiment à l'orée de tout ça. Il y a par exemple le Trapper, qui est aujourd'hui le promoteur du plus grand festival de films du Congo, qui a été également vraiment les personnes qu'on a encadrées dès l'aube. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai travaillé sur le cinéma documentaire, j'ai travaillé sur les films d'art. Ma formation de base, c'était des films de danse. Et donc, on Ah, avait ok. déjà comme une espèce de marché destiné à des festivals de films de danse. Alors, ce n'est pas des clips, c'est vraiment raconter une histoire avec des Exactement. gestes corporels, des danses. Je me souviens, Mm. mon film de stage, j'ai raconté l'histoire du Mutwashi, qui est une des danses principales du Congo, qui est cette danse avec les hanches. En fait, chaque pas de danse, chaque déhanchement avait une symbolique. Et donc, on racontait la symbolique. Et par exemple, quand vous regardez les Mutwashi, la fameuse danse des hanches congolaises, il y a des danses qui se dansent rien qu'avec le ventre. Par exemple, ça, Mhm. c'est une danse que les femmes font pour célébrer leur troisième garçon successif, qui s'appelle Ok. Toumba. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de concevoir un autre enfant sans avoir célébré son troisième fils successif. Et donc, quand elle danse avec le Ok. ventre, c'est pour montrer aux gens qu'elle n'est pas enceinte. Donc, c'était ça ce qu'on nous racontait. Ah, Donc, il y ok. avait ça. Et après, maintenant, on travaillait quand même à essayer de structurer des projets éligibles au mécanisme d'aide à la production cinématographique francophone, OIF et tout ça. Et c'est un peu ça qui m'avait révolté parce que là-bas, c'était pas votre créativité qui comptait, c'était le format du film francophone qui, dans les formations, on vous disait non, ça c'est de l'américain. Et donc, ça a éveillé en moi cette curiosité du cinéma commercial. Parce que moi, je ne crois pas en l'aide au développement. Et donc, c'est un peu comme ça que voilà, je me suis mis dans l'espoir de créer un marché. Et Mhm. je me dis que bientôt, je veux vraiment me replonger dans ça. Parce que, par exemple, dans les cas du programme MAC, Marché communautaire carbone, nous allons construire un millier d'écoles. Et dans les milliers d'écoles, nous allons installer une cellule multimédia dans chacune des écoles. Donc, j'ai cette Très ambition de intéressant. relancer Mhm. participative et j'espère que d'ici mes 50 ans, j'aurai l'avantage de me reprendre encore, de travailler vraiment sur un film qui me parle. Et voilà. Mm. Bah, je l'espère parce que moi aussi je fais en fait de la réalisation. Très bien. J'ai commencé par créer des films d'art, genre où ça parle pas, c'est abstrait, genre il y a Bien sûr. plusieurs Je sais. exactement. Je sais. Et Les films après, philosophiques. et par la suite, j'ai fait même mon expérience. J'ai commencé comme ça. Après, j'ai commencé à créer des scénarios carrément. Et OK. ça rentre un peu dans le film expérimental, film d'horreur.
mais en même temps, Oui. c'est pour parler d'une pathologie, par exemple le trauma, etc. Du coup, j'ai vraiment réalisé jusqu'à maintenant 2 films dans ce sens et j'ai tourné sur Washington aussi d'autres films dans le street. Genre, j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à faire de la vidéo expérimentale justement et par la suite, ça a donné un film. La grandeur des choses, elle est dans leur invisibilité. En fait, plus c'est profond, plus c'est Exactement. immatériel, plus c'est immense parce que ça parle à l'esprit. Aujourd'hui, Mm, l'industrie parle au sens. C'est mm, tellement superficiel que les œuvres ne sont que, elles ne font qu'effleurer nos sensations. Si mm. c'est de la musique, c'est de la musique que tu aimes le premier jour et 3 jours après, ça ne te parle plus. Et donc, moi, je pense Exactement. qu'effectivement, il y a cette rencontre qu'on vient de faire tous les deux, et que j'espère, Mm. moi, par exemple, j'ai vraiment envie de faire une immersion dans le mysticisme ancestral des peuples de la forêt. J'ai Waouh, besoin exactement. de capturer cette connexion ultime. On connaît les chamans parce qu'ils sont dans des pays où on fait de la promotion culturelle. Je travaille Mhm. avec une association en France qui s'appelle Tiandukua, qui elle est spécialisée à mettre les peuples racines, les sachants des peuples racines, aux côtés des sachants scientifiques pour faire du diagnostic du territoire, par exemple. Un chaman, il vient, il regarde une terre, il fait un diagnostic. Un scientifique regarde la même terre, il fait un diagnostic. Et donc, moi, j'ai besoin de faire la même chose avec nos peuples premiers avec nos chefs coutumiers, avec tout ça. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui me parle parce que je voudrais démontrer, par exemple, moi, j'ai une philosophie où je dis la sorcellerie est notre première technologie carbone. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, chez nous, un chef coutumier est capable de dire que plus personne n'entre dans cette forêt. S'il y entre, il va mourir. OK, comment tu expliques ça? Mais résultat, la forêt est préservée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle, vers lequel je souhaite aller. J'ai Mhm. 2 artistes avec lesquels j'ai envie vraiment de travailler. C'est évidemment Yann Arthus Bertrand, parce que voilà, pour son regard. Mais il y a quelqu'un de très particulier, Yann Arthus, oui, lui, mais il y a quelqu'un d'assez particulier, c'est Serge Anton, c'est un photographe des visages. Mhm. C'est peut-être avec lui que je souhaite vraiment faire cette prospection humaine, avec une ambition de générer des tokens derrière chaque visage des chefs traditionnels Mhm. et générer de la valeur derrière ce token en fonction de, de la force euh, de protection de la nature que son engagement aurait généré. Donc, je réfléchis à des mécanismes pour créer le monde moderne au monde ancestral au bénéfice de la planète. Donc, ça, c'est des projets sur lesquels je travaille. 2023, si je m'abuse, on avait Mhm. organisé effectivement. C'est important en fait de faire cette collection de data et ce mélange entre voilà tout ce qui est ancestral et le présent, mais en même temps il faut se rendre compte de l'évolution. En fait, il est en train de prendre forme pour une société très très moderne où on va vivre pas qu'avec des êtres humains et des animaux, toute autre espèce qu'on a connue, mais ça va être des robots et des AI. Alors, je pense que j'ai toujours cette perspective où, en fait, je dis qu'il n'y a pas cette notion temporelle, mais il y a cette notion évolutionnaire. Genre que fait partie de tout, en fait. On est ce mélange entre... ils disent c'est le passé, mais bon, on est dans ce présent-là d'évolution, de technologie, Mais etc. la décroissance va arriver. La décroissance va arriver. Exactement. Euh, Et moi, je pense qu'une des véritables luttes à mener, c'est conserver, aider les peuples premiers à pérenniser leur existence génération après génération
parce que c'est là qu'il y a la survie de l'humanité. Dans cette Oui. société évolutive, extractive. C'est Mm. ça le problème. Toute Oui. notre évolution est basée sur l'extraction, le Mm. prélèvement. Moi, j'ai fait un mois en brousse avec les pygmées et j'ai découvert une société extraordinaire. Par exemple, quand ils vont à la chasse, ce Mhm. qu'ils ont abattu, ils doivent l'avoir fini avant 4 heures du matin, parce que si j'étais une partie de la viande qu'ils ont abattue, qu'ils n'ont pas consommée, il n'y aura plus de gibier qu'ils vont attraper pendant toute la saison des chasses. Wow. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ben voilà. Et donc, c'est ça les valeurs, je pense qu'il faut qu'on restaure un peu cette course effrénée vers la multiplication des avoirs. Bon, je Ça ne va suis pas être saint, plutôt je fais tous la partie. multi... Pardon, je vous ai interrompu, ça va être plutôt la multidimensialité. En fait, c'est vrai que même pour ces robots, même pour cette collection de data extrême, pour le AI, c'est, comment on va dire en fait, il essaie de copier l'humain dans le maximum, dans l'émotion, dans son complexe psychologique, son fonctionnement cérébral et tout, même sur son corps émotionnel, physique, reproductif et tout. Alors est-ce qu'ils vont arriver à ça? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Pour copier l'humain tel qu'il est, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, ils ont cette collection de data, ce qui est incroyable, de toutes sortes de civilisations qui est passée par Terre. Du coup, est-ce qu'ils vont créer je sais pas comment dire, des dieux, mais peut-être ça va être des dieux vivants qui savent tout. Tu sais, moi, j'en ris beaucoup quand, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les IA deviennent nos interlocuteurs quotidiens. Je ris beaucoup quand je vois comment les chats GPT ne sont qu'intelligents à la hauteur de notre propre intelligence. Hmm. ChatGPT peut te couvrir complètement si tu es ignorant et il peut t'aider un tout petit peu si tu es un sachant. Un tout petit peu. Mhm. Donc, Ouais, et un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit, ça ne peut pas exister un IA aussi intelligent que l'homme ou plus intelligent que l'homme. exactement. Ouais, On s'en c'est tient ça. à ça. C'est des utilitaires, mais moi, j'irai court le moins possible. Bah oui, moi aussi, il faut faire de détox, exactement. Merci encore une fois. Je vous souhaite une très très agréable journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Sur la plateforme Art Talk, un espace d'échange, de réflexion et de transmission des dialogues essentiels entre art, société, écologie, conscience et futur, avec des experts, des penseurs, des activistes, des créateurs, pour éclairer les zones d'ombre de notre époque et réveiller notre sens critique.